d'investissement. Lui aussi, il a de l'énergie à revendre. Et il va faire tout ça en 5 minutes. On est bien accueillis. Enfin, jusque-là, je me trouvais plutôt bien accueilli. Je voudrais, chers amis, d'abord vous saluer toutes et tous. Saluer tout particulièrement les membres du gouvernement qui sont là ce matin. Mon ami Laurent Hénard. Il doit y avoir une sorte de secret aussi dans le radicalisme sur cette capacité à garder cette énergie, cette jeunesse, cette force d'attraction et de séduction. Donc je comprends effectivement qu'il y ait autour de toi, mon cher Laurent, tes amis qui soient réunis ici ce matin à Bordeaux et puis vous saluer toutes et toutes. Moi, j'aimerais vous remercier pour plusieurs choses. La première, c'est que je ne suis plus membre d'un parti politique depuis 2 ans et j'avais oublié ce que ça faisait de se retrouver dans une université en retrouvant l'énergie aussi de Didier qui m'a complètement oublié. Parce que j'étais un jeune attaché parlementaire la première fois que je l'ai rencontré et que de son pas de bulldozer, il avançait dans les allées de l'Assemblée nationale. Je me dis qu'on aura quelques occasions d'échanger ensuite sur des souvenirs. Je voudrais vous remercier pour votre accueil ce matin et vous dire finalement à quel titre je suis là. Angers n'est pas à proprement parler un bastion dans l'histoire du Parti radical. On ne peut pas dire ça. La démocratie chrétienne, oui. Le radicalisme, nettement moins. Mais il y a un Angevin qui aurait peut-être mérité d'être radical compte tenu de ce qu'il a pu écrire à une époque, il y a un peu plus de 5 siècles, qui s'appelait Jean Bodin, et qui a écrit dans La République qu'il n'y avait de richesse que d'hommes. Et j'ai la faiblesse de penser qu'à bien des égards, cette phrase, elle pourrait aussi servir à résumer une partie de ce que sont finalement les valeurs essentielles au cours desquelles vous vous structurez. J'ai développé une amitié étonnante pendant les années où j'ai été sénateur avec Jacques Mézard, sans doute parce qu'on s'est retrouvés précisément autour de ces valeurs et d'une même conception, que ça n'avait pas de sens de commencer par regarder la couleur politique de celui qui porte une idée pour savoir si elle était bonne ou si elle était mauvaise. Ce qui caractérise votre parti depuis toujours, votre famille même plus que votre parti, c'est cette capacité à considérer que la liberté, et en particulier la liberté de vos élus, la liberté de vos militants, dès lors qu'elle se retrouve autour d'une colonne vertébrale de valeurs sur lesquelles on ne peut pas transiger, le refus des extrêmes, la défense de la laïcité, la conviction que sans justice, il n'y a pas d'avenir possible et que la réelle égalité, ce n'est pas celle qu'on décrète, c'est celle qu'on encourage, c'est celle qu'on rend possible. Cette liberté, cette façon de considérer qu'il y a des bonnes idées à droite et à gauche, c'est finalement, bien avant l'heure, les raisons qui expliquent le succès d'Emmanuel Macron en 2017 face à des partis politiques dans lesquels la culture du chef, le fait d'avoir l'obsession de la prochaine élection présidentielle finit par tuer toute capacité à réfléchir, à penser et à proposer d'avancer dans le débat. Moi, j'ai un parcours classique pour quelqu'un de l'Ouest. J'ai commencé à l'UDF. J'ai évidemment rejoint l'UMP compte tenu de la menace que représentait le Front National. Tout en restant dans la frange la plus centriste, je me suis retrouvé à défendre la candidature d'Alain Juppé au moment de la primaire et à suivre avec un certain effarement le rythme de la campagne présidentielle jusqu'à arrêter de faire campagne au moment de la mise en examen d'un candidat qui avait annoncé qu'il ne serait pas candidat s'il devait être mis en examen. Et puis, la nomination d'Édouard Philippe, le fait qu'on ait un président de la République qui ne doive rien à personne pour son élection et qui fasse le choix de l'ouverture ou du rassemblement et qui passe, comme ça a pu être dit dans un autre contexte, de la parole aux actes en disant la situation de notre pays nécessite qu'on fasse passer notre pays avant les partis qui peuvent exister en se demandant comment on peut collectivement mener les réformes qui n'ont pas été faites depuis 30 ou 40 ans, ça m'a convaincu qu'il fallait, dans la majorité présidentielle, apporter le plus de contributions possible. Pas en étant dans un fan club, pas en disant que c'est bien quand on pense que ça peut encore être amélioré, mais en n'étant pas dans l'hypocrisie absolument scandaleuse dans laquelle nous vivons depuis 2 ans et demi, où des partis qui sont en grande partie responsables de la situation disent que c'est mal, même quand c'est eux qui l'ont fait,
ou même quand ils promettaient eux-mêmes au moment de la présidentielle de faire exactement la même chose. Alors pourquoi je suis là? Pas pour vous faire passer ce message qui correspond sans doute à ce que beaucoup d'entre vous pensez, mais pour saluer et pour mettre en lumière une initiative que nous avons prise avec quelques maires, 72 pour être précis, il y a quelques mois, parmi lesquels, évidemment, Laurent Hénard, Jérôme Baloge, Pascal Blanc, Franck Régnier, j'en oublie évidemment, mais je cite ceux qui sont présents ce matin, Christophe Boucher aussi, Francis, bref, un certain nombre de radicaux, dans lesquels on dit « il faut qu'on souhaite la réussite de notre pays, donc on souhaite la réussite du gouvernement, et ça ne suffit pas de le souhaiter, comment est-ce qu'on peut être utile ?» On peut être utile à partir des territoires, en mettant en commun des idées et en regardant comment ces bonnes pratiques, elles peuvent s'aimer. On s'est réunis il y a 48 heures, on était une quarantaine, et on a eu des échanges extrêmement concrets. Parce que ceux qui pensent qu'une élection municipale, ça se joue d'abord sur une couleur politique, ils se trompent. Ça se joue d'abord sur un projet, ça se joue sur la qualité des hommes et des femmes, ça se joue aussi sur la sincérité qu'on ressent du discours et de la démarche. Quand le maire d'Orléans nous explique que la biodiversité, ça peut être de planter du trèfle, parce qu'il n'y a pas besoin de le tondre, que c'est meilleur pour la biodiversité que l'herbe et que ça ne dépasse effectivement pas 1 centimètre. Quand on a le maire de Guérande qui nous dit que dans un écoquartier, pour chaque nouvelle maison, le promoteur offre 2 vélos à ceux qui achètent. Ça coûte presque rien, parce que dans certaines communes, on ne pourrait pas avoir des intérêts à poser ou à pousser des dispositifs de ce type. On a découvert des agglomérations, 2 au moins, qui donnaient gratuitement des poules aux habitants qui le demandaient, parce qu'une poule, ça élimine 300 kilos de déchets. On est loin de la taxe carbone, du fait de savoir ce qu'il faut interdire, comment, et du fait d'aller pénaliser les gens en leur disant « faites attention, si vous prenez l'avion, vous allez tous nous faire mourir, et si vous continuez à manger de la viande, vous allez être responsable d'un désastre écologique à venir ». Cette réalité, cette volonté de mettre en commun les bonnes pratiques, de regarder comment, à hauteur d'homme, on est capable de faire des propositions à nos concitoyens qui ne soient effectivement pas une façon de les culpabiliser, mais une manière de les associer en leur montrant que les gens ne sont pas le problème, ils sont la solution. On a aujourd'hui toute une part du discours politique, en particulier aux extrêmes, qui, derrière la recherche des boucs émissaires, laisse finalement sous-entendre que le problème, ce sont les hommes et les femmes qui composent le pays, parce qu'ils n'ont pas la bonne couleur de peau, parce qu'ils n'ont pas le bon compte en banque, parce qu'ils n'ont pas le bon comportement. Si on reste dans ces logiques stigmatisantes, mes chers amis, ce n'est pas seulement les extrêmes qui l'emporteront, c'est notre cohésion, c'est notre pays, c'est notre capacité à vivre ensemble qui se délitera. Dans ces élections municipales, et c'est par là que je terminerai, il y a finalement autant de situations qu'il y a de communes. Mais il y a quelque chose qui se joue partout de la même manière. Celui d'essayer d'avoir des candidats qui changent la façon de voir et de faire de la politique. Et pour ça, ça nécessite d'abord un discours qui soit suivi effectivement par des engagements tenus. Que tous les candidats qui se présentent aient l'obsession de se demander comment, à la fin de leur mandat, ils pourront dire « j'avais promis, j'ai fait », ça permettra peut-être durablement d'inverser la courbe d'une abstention qui ne cesse de progresser, parce qu'on n'arrête pas de se dire que les politiques, c'est des gens qui promettent pour être élus et qui font le contraire ensuite, une fois qu'ils ont été élus. Deuxièmement, qu'encore une fois, la qualité des hommes et des femmes, elle passe avant celle des projets. Et je sais qu'avec le Parti radical, la capacité à se retrouver précisément autour de l'essentiel, elle est ce qui permettra de réunir ces majorités qui sont des majorités de projets. Enfin, remettre tout ça dans une manière de faire de la politique qui est ce qu'essaye de faire le président de la République. Cette capacité qui consiste à se dire qu'il faut qu'on fasse bouger les lignes, qu'il faut qu'on laisse travailler ceux qui veulent travailler au lieu d'être dans la caricature permanente, avec une seule question à se poser. Est-ce qu'on le fait pour soi ou est-ce qu'on le fait d'abord pour servir le territoire et les hommes et femmes dont on demande la confiance? C'est tout l'enjeu de ce qui arrive. Je me réjouis que le Parti radical soit un des fers de lance de ces valeurs, de cette manière de faire de la politique qui restaure l'homme et qui le place au milieu de tout. Bravo à vous, vive le Parti radical, vive la République et vive la France. Merci.